Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast autour du Pass Santé Jeune, une série de podcasts pour les parents. Je suis ravie de vous retrouver pour un numéro autour d'un sujet qui interroge tous les parents, à savoir le harcèlement scolaire. Je suis en compagnie d'Emmanuelle Piquet, thérapeute et fondatrice du centre de consultation et de formation Chagrin Scolaire depuis 15 ans, qui est basé sur Mâcon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec un focus aujourd'hui qui est important, c'est le harcèlement scolaire. Je vais commencer par une première question qui peut paraître simple mais qui est essentielle, à savoir finalement comment est-ce que vous définissez le harcèlement scolaire aujourd'hui ? Alors, c'est pas une question simple, c'est une question très complexe parce que, en effet, il y a un certain nombre d'interactions dans le milieu scolaire et périscolaire d'ailleurs qui peuvent générer de la souffrance, mais toutes ne correspondent pas à des faits de harcèlement. Le harcèlement, c'est vraiment une escalade symétrique entre, d'une certaine manière, un enfant qui est de plus en plus dans une position basse, dans une position recroquevillée, et un enfant ou un groupe d'enfants qui est, lui, plus dans une position haute, dans une position de toute puissance, dans une position, en fait, d'emprise, sur le premier enfant. Je pense que la meilleure métaphore pour bien comprendre ce qu'est cette escalade, c'est la métaphore de la violence conjugale. C'est-à-dire que, en effet, il y a vraiment un déséquilibre interactionnel plus une répétitivité, et qui, d'une certaine manière, génère une souffrance qui s'amplifie. Donc c'est vraiment un cercle vicieux amplificateur, le harcèlement. C'est à différencier, par exemple, des chagrins d'amitié, qui sont des chagrins qui peuvent générer énormément de souffrance chez nos enfants, très petits d'ailleurs, autant que des chagrins d'amour plus tard, quand ils seront adolescents, mais qui souvent nous échappent un peu parce qu'ils ne nous le racontent pas forcément, ou on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut générer, mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que un chagrin d'amitié, il n'y a pas quelqu'un qui, d'une certaine manière, en permanence, fait souffrir quelqu'un. Il y a juste une rupture à un moment donné qui peut faire du mal. Il peut y avoir également, et là je vais faire appel aux souvenirs des plus vieux d'entre nous, des escalades qui, d'une certaine manière, correspondent plutôt, on va dire, à ce qu'on pouvait voir dans la guerre des boutons. Donc des espèces de batailles qui sont gagnées une fois, perdues la fois d'après. Mais il n'y a pas cette escalade complémentaire entre quelqu'un qui est de plus en plus bas et quelqu'un qui est de plus en plus haut. Il y a des petites batailles et il peut y avoir des parents qui, à un moment donné, prennent ça pour du harcèlement parce qu'à certains moments, leur enfant rentre en disant ça s'est mal passé, je me suis disputé et puis c'est moi qui ai perdu, Mais c'est pas du tout la même chose. Et du coup, par rapport à la patientèle que vous avez aujourd'hui, vous voyez une évolution un petit peu dans le profil des enfants qui viennent consulter au centre ? Plus au niveau de l'âge que du profil, parce qu'il n'y a pas de profil type du tout d'enfant harcelé, ou ni même d'enfant harceleur d'ailleurs, puisqu'au fond, un des ingrédients majeurs de cette spirale, de ce cercle vicieux dont on parlait juste avant, c'est vraiment la vulnérabilité. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont à la fois fragiles et à la fois repérables. Repérables pas par tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, si je mets par exemple 4 enfants devant des adultes même assez avertis, en leur disant à votre avis lequel de ces 4 enfants se fait harceler, ils ne sauront pas répondre. En revanche, si on pose la même question à des enfants du même âge, ils sauront répondre immédiatement. Et les indices qu'ils vont donner pour ça sont des indices posturaux en fait, c'est-à-dire qu'ils vont vous décrire la façon dont l'enfant se comporte et qui, d'une certaine manière, donnent des signaux qui incitent l'enfant harceleur qui, lui, est en recherche de popularité à, en effet, attaquer d'une certaine manière. N'importe quel enfant, comme n'importe quel adulte d'ailleurs, peut être vulnérable à un moment donné pour plein de raisons, parce que les parents divorcent, parce qu'ils ont perdu leur hamster, parce qu'ils sont disputés avec leur cousin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de profil type. Ça, c'est vraiment très important. Je trouve que c'est vraiment important de bien dire que c'est pas parce qu'on est différent, c'est pas parce qu'on est gros, c'est pas parce qu'on est roux, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on se fait harceler, pas du tout. C'est parce qu'on est vulnérable à un moment donné. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, notre métier, c'est de renforcer les enfants vulnérables. En revanche, là où on voit une évolution, en effet, c'est dans l'âge des enfants qui souffrent de ce type d'interaction. Avant, il y a 7-8 ans, on parlait plutôt à partir du CM1, CM2 de faits de harcèlement, et puis ça allait grosso modo jusqu'au début du lycée, et puis ça avait tendance à se calmer pas mal. Aujourd'hui, on a vraiment des enfants qui se font embêter dès le CP, CE1 et qui, jusqu'aux études supérieures, moi j'ai eu pas mal d'élèves de médecine, d'élèves de subdeco qui se faisaient harceler encore. Et vous parlez du coup à l'instant de signaux un peu au niveau de la posture. Alors du coup, en tant que parent, en tant qu'adulte référent dans une école, dans un collège, c'est quoi les signaux qui devraient alerter ? Alors, ce sont des signaux faibles, c'est pour ça que c'est très complexe en fait. Il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je suis un tout petit peu agacée lorsqu'on attaque les services de l'éducation nationale par rapport à ça, c'est que évidemment, les faits de harcèlement ne se passent pas sous leurs yeux. Ça, c'est un mythe urbain. Évidemment que ça se passe dans ce qu'on appelle, nous, les zones grises, c'est-à-dire les endroits où, précisément, le regard de l'adulte va assez peu souvent. En revanche, il y a des signaux plus indirects, comme par exemple un enfant, et là je parle aux parents, un enfant qui, dans la fratrie, était plutôt très affectueux, très pacifique, et qui tout à coup devient agressif, voire parfois un peu cruel avec ses frères et sœurs, parfois même avec ses parents, ça doit alerter. Le problème, c'est que souvent, ça coïncide avec l'entrée dans l'adolescence, donc les gens se disent il est devenu débile puisqu'il est adolescent. Mais en fait, ça peut être
vraiment le signe que ça se passe mal au collège et que du coup, il faut bien qu'il y ait un moment donné où cette violence-là se déverse. Et donc, elle peut se déverser en effet au sein de la famille, là où il n'y a pas de risque d'une certaine manière. Un signal faible tout à fait intéressant, je trouve, c'est les infections urinaires. Ça paraît étrange, mais en fait, on s'est rendu compte que ce sont souvent des enfants qui ont peur d'aller aux toilettes, et donc qui se retiennent beaucoup et donc qui, d'une certaine manière, peuvent dérégler ça. Tout ce qui est de l'ordre du psychosomatique, le dimanche soir, genre vomissement, nausées, maux de ventre, migraines, etc., et qui sont la plupart du temps aussi très aigus, et c'est là où elles sont le plus aiguës d'ailleurs, c'est à la veille de rentrée des courtes vacances scolaires, parce qu'ils ont passé un moment où ils étaient en paix, et là ils savent qu'ils retournent dans la mare au crocodile. À l'école, au collège, on peut voir des enfants qui sont extrêmement isolés. Les enseignants peuvent le voir, ou le personnel éducatif, par exemple au moment des repas. Mais ça peut être aussi lorsque c'est des enfants qui en permanence sont rejetés, même des devoirs en groupe. Donc il y a vraiment quand même, on va dire, des répétitions qui doivent un peu alerter, d'isolement, de mise à l'écart. Et du coup, en tant que parent, on sait que c'est pas toujours si simple que ça d'amener à cette discussion-là, surtout quand on est dans une famille où on n'a pas forcément l'habitude de parler non plus de ça. Comment est-ce qu'on crée le lien, comment est-ce qu'on peut créer le dialogue avec l'enfant sur ces questions-là, finalement, de comportement, de harcèlement et de ce qui se passe à l'école quand on n'est pas à l'école ? Alors, il y a une question, enfin, plus exactement, un engagement avant la question qui est assez génératrice de confidence et qui, au fond, consiste à dire à l'enfant « J'ai l'impression que, pour l'instant, c'est dur pour toi avec les autres à l'école. Dites pas avec tes camarades, parce que ce ne sont pas des camarades, hein, ce sont des gens qui les harcèlent, donc avec les autres, avec certains autres. Je comprends que tu n'aies pas forcément envie de m'en parler, parce que c'est difficile d'en parler à un adulte, notamment à ses parents, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on n'a pas envie de faire de la peine à ses parents. Or, l'enfant pressent de façon très claire que c'est quelque chose qui va faire terriblement souffrir ses parents et qui veut les protéger de ça. La deuxième raison, c'est que l'enfant, l'adolescent surtout, a extrêmement peur de ce que le parent va faire, la façon dont il va intervenir, ce en quoi il n'a pas tort. Parce que souvent, avec toute l'immense bienveillance, l'amour infini et même parfois beaucoup de créativité, les parents vont intervenir. Le problème, c'est que souvent, en faisant ça, ils aggravent la situation. Pourquoi ? Parce que ils envoient en fait deux messages implicites en intervenant à la place de leur enfant. Le premier, c'est à l'enfant harcelé lui-même, en lui disant au fond, toi, t'as pas de compétences, tu sais pas gérer ça tout seul, donc je suis obligé d'intervenir à ta place. C'est précisément parce que tu n'es pas compétent que je suis obligé de le faire. C'est pas le message du tout qu'ils veulent envoyer, mais néanmoins, c'est celui qu'ils envoient. Et le deuxième est plus envoyé à l'équipe ou à l'enfant harceleur. Et c'est en gros, vous avez vraiment choisi la cible absolument idoine, totalement adéquate, puisque précisément, elle n'est pas capable de se défendre toute seule. Donc, on risque, en intervenant comme ça et au fond, en enlevant cette compétence-là à l'enfant harcelé, on risque donc d'aggraver la situation. Donc, à partir du moment où, en effet, l'enfant n'en parle pas, ce qui est très fréquemment le cas, donc c'est vraiment important que les parents se déculpabilisent par rapport à ça. C'est-à-dire que, précisément, un enfant qui n'en parle pas, la plupart du temps, c'est qu'il a d'excellentes relations avec ses parents. Hein, c'est tout le paradoxe. Et donc, lui dire, voilà, je comprends que tu ne m'en parles pas, sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. C'est très important parce qu'il y a un sport national en ce moment qui consiste à faire exactement l'inverse de ce que dit l'enfant harcelé. C'est-à-dire quand il dit « je ne veux pas que tu parles aux parents de mon copain, enfin de mon copain ou de la personne qui m'embête, je ne veux pas que tu en parles au proviseur, je ne veux pas que tu en parles à l'instituteur », la plupart du temps, les adultes, n'écoutant encore une fois que leur inquiétude et leur amour, le font quand même. Et ça, c'est très problématique parce que c'est encore une fois leur dire on n'écoute pas ce que tu dis en fait parce que toi, tu n'as pas de compétences. Précisément, j'insiste là-dessus parce que c'est important, c'est des enfants qui sont en forte mésestime d'eux-mêmes sur ce sujet-là, sur le sujet des compétences sociales. Donc, leur envoyer encore un message de ce genre-là me semble vraiment très problématique. Ça veut dire qu'une fois que vous avez pris cet engagement-là, souvent la parole là se libère pour le coup. Et vous allez entendre des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, parce que c'est toujours douloureux en effet d'entendre ça. Mais ce qui est hyper important à ce moment-là, c'est de bien respecter ce que vous avez dit. C'est-à-dire que s'il ne veut pas que vous interveniez, il faudra intervenir d'une façon différente, le faire intervenir lui, trouver des solutions ensemble, mais pas lui imposer quelque chose qu'il n'a pas décidé. Je continue un petit peu par rapport à ça, par rapport à l'institution dont vous avez parlé, qui a aussi sa place à jouer dans l'accompagnement des enfants, dans l'accompagnement aussi des parents. Comment est-ce qu'on fait pour créer un lien ou pour faire perdurer un lien avec l'institution et pour pouvoir du coup dénouer un petit peu des situations qui seraient compliquées? Tout dépend vraiment de la situation. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait de mode d'emploi d'une façon globale. Ce que je pense, moi, c'est que ce qui va vraiment aider l'enfant harcelé à sortir de cette espèce de calvaire, c'est de lui redonner des compétences, de l'étayer en fait. Nous, en tant qu'adultes, qu'on soit dans l'institution, qu'on soit parents, qu'on soit professionnels de l'enfance à côté, l'aider au fond à faire changer l'inconfort de côté. C'est-à-dire que l'inconfort pour l'instant est complètement chez lui, et nous, en fait, notre métier, et ce à quoi on forme un certain nombre de professionnels de l'enfance, donc aussi bien des CPE que des infirmières scolaires, que des assistants sociaux, etc., c'est vraiment de les épauler pour trouver des stratégies pour qu'au fond, la prochaine fois qu'ils se font harceler, après nous avoir vus, ils auront quelque chose à riposter, ils auront quelque chose de différent à
faire, une posture qu'on appelle nous à 180 degrés, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'ils ont fait la plupart du temps jusqu'à présent et qui consiste essentiellement à faire comme s'ils n'entendaient pas, à essayer d'éviter le plus possible le contact avec l'enfant harceleur, que ce soit visuellement ou que ce soit physiquement, ce qui crée d'ailleurs dans une grande majorité des cas, la grande majorité des phobies scolaires que nous recevons sont quand même liées à des faits de harcèlement avérés ou craints. Donc l'évitement est en effet une solution qu'ils choisissent. Nous, on va au contraire les aider à affronter leur harceleur, à le regarder dans les yeux et à riposter, soit de façon comportementale, soit de façon verbale, pour que, au fond, là où le harceleur jusqu'à présent gagnait en popularité, tout à coup, ils prennent le risque de perdre en popularité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les rires étaient d'une certaine manière consacrés à la souffrance de l'enfant harcelé, parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand un enfant harceleur harcèle un enfant harcelé, ce qui se passe, c'est que souvent, ça déclenche des rires tout autour. Nous, notre idée, c'est que le rire change de camp, en fait, grâce à ce que va faire l'enfant harcelé. Donc, c'est pas évident parce que c'est des enfants qui ont peur, c'est des enfants qui sont évidemment, comme on le disait, plutôt en forte mésestime personnelle sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps à les entraîner, à vraiment faire des jeux de rôle avec eux pour que, une fois qu'ils arrivent dans la cour, ils sachent en effet quoi faire. Vous parlez du 180 degrés, c'est ce sur quoi est basée toute votre méthode ici au centre de Mâcon. Vous pouvez nous en dire plus? L'idée, c'est donc d'avoir un comportement à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer spontanément en tant qu'enfant, mais on peut l'imaginer ce 180 degrés dans bien d'autres domaines de vie que uniquement le harcèlement scolaire. Tout à fait. Alors, plus précisément encore, le 180 degrés, c'est faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a des choses qu'on fait par réflexe qui sont tout à fait efficaces. En revanche, quand on se retrouve dans une situation que je qualifierais d'enquistée, c'est-à-dire qu'au fond, on voit qu'on fait de plus en plus de la même chose pour faire en sorte que ça s'arrête et ça ne fonctionne pas, alors il est urgent, en effet, de notre point de vue, de faire exactement l'inverse. Mais on fait exactement l'inverse, pas par coquetterie intellectuelle, on fait l'inverse parce que c'est ce qui permet d'arrêter ce qu'on faisait jusqu'à présent, en fait, tout simplement. C'est assez logique, en fait. Comme je le disais, la plupart du temps, on peut le schématiser comme ça. L'enfant harcelé va dire, en substance, arrêtez de m'embêter, arrête de faire ça. Mais en sous-titre, ce qui veut dire de façon implicite, c'est « mais si tu continues, il n'y aura pas de conséquences de ma part ». Parce que moi, je ne sais pas me défendre. Donc, en gros, c'est ça le message. Arrête, mais si tu continues, il n'y aura pas de conséquences de ma part. Donc, le virage à 180 degrés va consister à dire continue et contemple les conséquences de ma part désormais. Il y a des tas d'exemples, évidemment, mais je ne crois pas qu'on ait donné une même stratégie à deux enfants différents, en fait. C'est à chaque fois extrêmement adapté. C'est vraiment du sur-mesure. Il faut vraiment que ce soit possible pour l'enfant. Il faut que ce soit écologique pour lui, en fait, d'une certaine façon. Parfois, il nous arrive vraiment de prescrire des comportements plutôt que des ripostes verbales. C'est-à-dire... Voilà, simplement de regarder son harceleur dans les yeux et sans dire ce qu'on a prévu, mais de le penser dans sa tête en regardant son harceleur dans les yeux, ça peut être tout à fait adapté pour des enfants très timides, très réservés et qui n'osent pas. Et du coup, en tant que parent, je pense qu'on se pose une question sur ce qui est soutenant pour les enfants, mais c'est aussi le temps un petit peu de thérapie, combien de temps ça peut durer ce travail-là, l'acquisition de compétences pour pouvoir justement, peut-être à un moment donné, prendre le dessus aussi sur une situation. Vous, quand vous accompagnez des enfants dans cette situation-là, pour aussi peut-être rassurer les parents, c'est de se dire c'est un centre de thérapie brève, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, grosso modo, on a une première séance toujours avec les parents, parce que nous, c'est hyper important de comprendre ce qu'ils ont déjà mis en place, dans quelle situation émotionnelle ils se trouvent, comment est-ce qu'au fond, on peut travailler ensemble. Donc, c'est très important qu'on ait cette première séance où ils peuvent aussi exprimer ce qu'ils ressentent, parce que c'est toujours très douloureux. La deuxième séance est avec l'enfant lorsqu'il le souhaite, évidemment. Et donc, là, on va commencer à observer un peu ce qui se passe, à lui faire nous raconter exactement dans le détail ce qu'il subit. Soit pendant cette séance-là, soit à la troisième, on va commencer à élaborer la stratégie. Et puis, on a une quatrième séance de débriefing. Donc la moyenne, elle est très précise dans nos centres. Sur 2021, pour l'instant, on est à 3,2 séances par thérapie. Donc c'est en effet de la thérapie brève. Ça veut dire, j'imagine aussi que c'est important de créer le lien et l'alliance, on va dire, parents-enfants et puis professionnels de soins gravitant autour de ce système parents-enfants. Donc là aussi, le relais est essentiel sur les territoires pour que les parents puissent trouver des ressources, quelles qu'elles soient, mais qu'elles existent et qu'elles sont présentes sur les différents territoires. Absolument. Donc, nous, c'est clair qu'on est vraiment en lien beaucoup avec les médecins généralistes, les médecins pédiatres, un certain nombre également d'infirmières scolaires, beaucoup, de CPE, toute une série en effet de professionnels de l'enfance qui, à un moment donné, se disent comment est-ce que cet enfant-là pourrait être étayé, puisqu'ils sentent bien. On voit bien, les professionnels de l'enfance sont très démunis par rapport au fait de harcèlement. Et dès qu'ils pressentent, parce que c'est vraiment ce qu'on propose, il peut y avoir des solutions extrêmement pragmatiques, ça les intéresse, évidemment. Alors, on a beaucoup parlé de l'enfant victime de harcèlement, puisque c'était quand même l'idée aujourd'hui d'avoir quelques billes un petit peu pour arriver à le déceler, pour arriver à faire du lien aussi en famille pour en discuter.
L'enfant harceleur, aujourd'hui, vous avez quelle pratique et quel retour de l'enfant harceleur sur sa posture, sur finalement le besoin aussi qui peut être caché derrière ça et la gestion aussi de l'enfant harceleur? L'enfant harceleur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ni un psychopathe, ni un enfant mal élevé, ni un voyou. C'est simplement un enfant, et ce sont nos enfants, il faut être très clair avec ça aussi, qui sont en recherche de popularité, puisque l'angoisse absolue de tous les enfants et les adolescents du monde depuis une dizaine d'années, c'est d'être seul, isolé, et donc possiblement d'être harcelé. C'est vraiment, il y avait déjà cette angoisse-là dans les générations d'avant, les générations d'encore avant, etc. Mais là, c'est carrément une histoire de survie psychique. Donc, pour éviter ça, une bonne façon de faire, mais c'est en effet d'être extrêmement populaire et donc d'être un peu clashant et donc d'être un peu harcelant. C'est une bonne façon pour échapper à ce cauchemar, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, et ça les enfants harcelés nous l'expliquent fort bien, quand on prend le temps de les écouter en tout cas, c'est une solution pour les enfants harceleurs. C'est pas un problème, c'est une solution. Par ailleurs, l'émotion qu'ils éprouvent au moment où ils harcèlent, et ils le disent très bien aussi, on le voit dans un certain nombre de reportages, c'est que c'est un sentiment de toute puissance, c'est un sentiment d'emprise, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir en fait, dans ce cercle-là. Il faut bien comprendre que l'enfant harceleur, au moment où il harcèle, ne souffre pas. Il est dans une solution, il est dans un plaisir. Et donc, ça veut dire que dans tout le système lié au harcèlement, c'est sans doute l'élément qui a le moins envie que ça s'arrête en fait. Or, c'est avec lui en permanence qu'on parle, en lui disant d'arrêter, que c'est pas bien, que c'est moche, que c'est répréhensible sur un plan pénal, sur un plan moral, sur un plan psychologique. Il n'empêche que ça ne marche pas en fait, parce que moi je constate quand même que depuis maintenant une quinzaine d'années qu'il y a un certain nombre de discours là-dessus, sur beaucoup de prévention, beaucoup de moralisation, de la sanction également, les chiffres ne baissent pas. Donc, je pense qu'on se trompe d'interlocuteur, et la meilleure preuve, je trouve, en termes de souffrance, en tout cas par rapport à ce que je viens de dire, c'est que nous n'avons jamais reçu, nous, dans nos centres, de parents d'enfants harceleurs. Parce qu'au fond, la souffrance n'est pas assez intense pour qu'ils viennent consulter, tout simplement. Maintenant, évidemment qu'en tant que parent, en tant que professionnel de l'enfance, on est évidemment obligé, c'est essentiel, de bien rappeler la loi, de bien rappeler que c'est impossible de faire ça, que c'est absolument... en effet, ça peut être en tout cas dramatique sur un plan psychologique. C'est extrêmement important de redire ça. Maintenant, en attendre autre chose que simplement un rappel à la loi me paraît très optimiste. Parce que si, en effet, la sanction, ça fonctionnait, et si la moralisation, ça fonctionnait, on aurait des chiffres du harcèlement en France qui baissent. Donc le levier pour vous, c'est vraiment la posture de l'enfant victime, comment travailler au développement de ses compétences et travailler sur cette nouvelle posture, finalement, pour faire face à l'enfant harceleur. Absolument, mais ce que je crois, en revanche, c'est que l'enfant harceleur, qui, pour la première fois de sa vie, se retrouve devant une victime qui se rebelle, fait une expérience lui-même, un apprentissage complètement différent au niveau interactionnel. Ce que je crois, c'est que, imaginez par exemple un chat qui est dans une famille où il y a un enfant qui arrive, un bébé, donc le bébé à 6 mois lui tire l'oreille, il passe son chemin parce qu'il se dit c'est un bébé, à 10 mois il fait pareil, à 1 an aussi, et puis à 1 an et demi, quand il lui tire l'oreille, là il dit ça suffit, maintenant il est assez grand et donc il le mord. De notre point de vue, mais c'est étayé par notre clinique, cet enfant-là n'appréhendra plus jamais ce chat-là de la même façon. Mais de notre point de vue, il n'appréhendra plus jamais les chats de la même façon. L'ensemble des chats. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'en effet, un enfant harceleur, à un moment donné, quand il tombe sur, comme disait un de mes étudiants brillants, un agneau qui mord, il va faire gaffe aussi aux autres agneaux. Il y réfléchira 2 fois avant de recommencer. Et donc, de notre point de vue, c'est extrêmement pédagogique également pour les enfants harceleurs. En tant que parent, la stratégie, c'est quoi? C'est d'aller chercher du relais dès qu'on sent un signe de fragilité, dès qu'on sent un signal au niveau de la posture dont vous pouvez nous parler au début du podcast. C'est ça, c'est d'aller chercher un relais, d'aller créer du lien et de maintenir ce lien-là avec l'enfant aussi? De toute façon, ça c'est extrêmement important d'être là, en effet, pour l'étayer, d'une certaine manière. Je pense qu'un certain nombre de parents peuvent réfléchir avec l'enfant à des ripostes possibles. Je pense que c'est tout à fait possible s'ils ne sont pas trop saisis émotionnellement. J'ai beaucoup, moi, de parents lecteurs qui m'écrivent en me disant « Après avoir lu Te laisse pas faire », je n'ai pas forcément élaboré de stratégie avec mon enfant, mais en revanche, je ne l'ai plus regardé comme simplement un petit chaton mouillé. Et simplement le fait de ne plus regarder son enfant comme un petit chaton mouillé, mais comme, je ne sais pas, quelque chose qui serait beaucoup plus puissant, c'est quelque chose qui change tout, en fait, dans la vie de l'enfant. Donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Et après, je pense que les enfants, à partir du moment où on leur explique que ce qu'ils ont fait, ça ne fonctionne pas et qu'il faudrait peut-être faire changer l'inconfort de côté, qu'on leur explique un peu comment ça fonctionne, et c'est pour ça que moi j'ai écrit les bouquins, c'est pour que justement les familles puissent s'en emparer, ils ont des idées en fait. Le problème c'est qu'on leur a jamais présenté les choses de cette façon-là, on leur a jamais dit qu'ils pouvaient avoir un impact sur la situation. On leur a toujours dit,
t'inquiète de rien, on s'occupe de tout. Ouais, donc l'idée, c'est que la peur change un petit peu de camp et que le côté je cède et je subis change lui aussi de camp. Pour finir, est-ce que vous auriez une idée clé finalement à retenir de cet échange-là en tant que parent? Finalement, qu'est-ce qui vous semble l'essentiel un petit peu sur ce sujet du harcèlement scolaire? On peut peut-être reparler aussi de la différence de ce qui est du harcèlement, de ce qui n'est pas du harcèlement. Faire un petit aussi point là-dessus. Je pense vraiment que ce qui est important de retenir, c'est que pour aider un enfant dans ce genre de situation problématique, mais comme dans d'autres, je veux dire, c'est pas seulement pour l'effet de harcèlement, je pense que la bonne posture du parent et à la fois du professionnel de l'enfance s'il est sollicité, c'est de se mettre à côté de l'enfant pour l'aider à être au monde, en fait, d'une façon générale, et pas entre lui et le monde. Parce que quand on se met entre l'enfant et le monde, on dérègle d'une certaine manière ses capacités interactionnelles. Donc je pense que l'idée c'est ça, c'est de se mettre à côté de lui, et pour ça, vous avez raison de le souligner, parfois il y a des parents qui souffrent plus que leur enfant. Donc c'est extrêmement important aussi de se dire, est-ce qu'ils souffrent vraiment ? Par exemple, moi il m'arrive très souvent de demander aux parents de ne plus parler du tout de ça le soir quand ils rentrent de l'école, parce qu'on a aujourd'hui vraiment des parents, et c'est pas du tout un reproche, c'est qu'ils sont extrêmement inquiets, mais qui systématiquement posent la question quand l'enfant rentre, comment ça s'est passé avec les autres, t'as mangé avec qui, t'as joué avec qui, etc. Et ça crée un espèce d'effet halo qui, d'une certaine manière, fait que l'enfant n'est regardé que, pendant un certain temps en tout cas, là-dessus. Et donc ça, c'est pas exactement générateur d'une confiance très forte en eux-mêmes. Je pense simplement le fait de laisser dire quand ils souffrent, d'écouter, de dire tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que tu pourrais faire toi de différent, c'est à mon avis une posture qui est très aidante. Du coup, sur une idée clé à retenir, ça restera celle-là, sur l'idée de peut-être pas non plus dramatiser certaines situations, ou en tout cas ne pas regarder l'enfant que par le prisme de l'enfant harcelé, mais bien aussi de l'enfant plein de compétences, plein de savoir-être, plein de savoir-vivre, et qu'on peut aussi valoriser dans une société. Absolument, c'est vraiment déjà commencer à l'écouter lui en disant tiens, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent ? Parce que comme vous le dites très bien, les enfants sont tous porteurs de ressources. Mais simplement, il faut leur demander d'aller puiser dedans, en fait, à un moment donné. Et là, au niveau des sollicitations que vous pouvez avoir sur un centre comme celui-ci, c'est principalement les enfants, les parents, un adulte tiers encadrant qui vient chercher de l'aide, ou comment ça se passe ? On a des prescripteurs, très clairement, au sein de l'éducation nationale, donc pas mal de CPE, beaucoup d'infirmières scolaires, des assistants sociaux, etc. On a également beaucoup de pédopsychiatres, beaucoup de pédiatres et beaucoup de généralistes. En gros, c'est par là que ça passe. Après, c'est les parents qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'on commence à avoir, en effet, une certaine notoriété sur le sujet. Et puis, on commence à avoir des enfants qui arrivent en disant « c'est mon copain qui m'a dit qu'il fallait que je vienne ». Donc ça, c'est vraiment mes prescriptions préférées. On sait que c'est les prescriptions les plus efficaces aussi, finalement. Eh bien, Emmanuel, merci de vous être prêté au jeu du podcast aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup.